Merci pour l'invitation en fait. C'est toujours touchant de se retrouver dans son milieu. J'aime beaucoup le mot les bâtisseurs. Je me sens un bâtisseur. Au même titre qu'un maçon est un bâtisseur, qu'un charpentier l'est, qu'un plombier l'est et qu'un maître d'ouvrage l'est. Et du coup, se retrouver avec les bâtisseurs, c'est mon monde finalement. Et les bâtisseurs qui fêtent 10 ans de travail en commun. Cette question de l'histoire est extrêmement importante et en fait, le 2015, en plus, ça correspond à quelque chose qui ne parle pas que de vous. Je vais vous faire très vite un petit historique, mais vous verrez. 87. 87, c'est le rapport Brundtland. C'est la présidente du fonds de l'ONU sur les établissements humains, à qui on demande un rapport sur l'état du monde. Elle s'appelle Gro Harlem Brundtland. Elle est première ministre de Norvège. Le rapport va s'appeler le rapport Brundtland pour cette raison-là. Et c'est dans ce rapport-là qu'arrive la première fois au niveau mondial, même si c'était un peu créé avant, la notion de développement durable. C'est le développement durable, ce qui permet de répondre aux besoins de nos enfants, tout en nous permettant de répondre à nos propres besoins. Et cette notion de développement durable va tout changer. En fait, 87, c'est le moment à partir duquel le GIEC va être créé, l'ADEME va être créé, tous les organismes qui nous accompagnent dans cette compréhension de l'évolution de la planète, tout ça va être créé. L'agenda 21 va être créé, tout vient à partir de ce moment-là. Et en ce qui concerne les bâtisseurs, de 94 à 98, vous avez la procédure anglaise Breham, vous avez la procédure anglaise, américaine et canadienne LEED, vous avez la procédure allemande et autrichienne Passive House, vous avez la procédure suisse Minergie, et vous avez la procédure française HQE. Donc en moins de 4 ans, là, à peu près, tous les États qui comprennent qu'il faut absolument avoir une posture de bâtisseur pour construire autrement, font leur procédure. La HQE, on va dire, elle est rendue publique en 97, elle s'applique vraiment à partir de 98. C'est la seule procédure mondiale à mettre la question de la santé au cœur des enjeux de la construction. Mais vraiment, c'est une posture française très puissante. La HQE, on n'en parle plus aujourd'hui, quasiment plus, mais elle a fait son boulot. La HQE a permis que notre milieu, à la fin des années 90 et au début des années 2000, a pris conscience que finalement construire, ça pose des soucis environnementaux, qu'il faut savoir construire autrement. Il va se passer une dizaine d'années que j'ai trouvé 10 années plutôt cool, quoi. 97-2007. 2007, c'est le Grenelle de l'environnement. De 97 à 2007, la question environnementale rentre dans les projets d'urbanisme. Les villes en ont envie. Les maîtres d'ouvrage en ont envie. Les architectes et les constructeurs en ont envie. Les industriels en ont envie. Ils font des produits qui n'existaient pas avant. 2007, c'est le Grenelle de l'environnement, avec 2 lois qui sortent, le Grenelle 1 et le Grenelle 2, j'en reparlerai tout à l'heure. Et jusque-là, tout va bien. Mais vraiment, le milieu a pris conscience que l'on peut faire autrement et que c'est bien pour tous. 2008, la crise des subprimes. Et là, l'environnement, on n'en veut plus, quoi. On a fait sans environnement pendant tellement longtemps que ça sert à rien de se pénaliser, dit-on, avec le surcoût de l'environnement. Tout ça est faux, hein. Mais en tout cas, ça a fait que de 2008 à 2015, à peu près, c'est pour ça que la création de votre Interpro correspond aussi à un moment historique. Voilà, de 2008, 2009 à 2015, 2014-2015. Tous ceux qui ont envie de s'engager dans l'environnement vont être mis de côté. Et en 2015, il y a quelque chose qui se passe. Alors je n'ai pas toutes les clés, mais en même temps, à la fois le dérèglement climatique est là. Je pense qu'en France, malgré ce qu'on peut dire de Nicolas Hulot maintenant, il a fait son boulot. À ce moment-là, il a aidé à faire en sorte qu'il ait prise de conscience. Donc vous faites votre Interpro en 2015.
avec mes amis de Bornarel et Gauzin-Muller, nous rédigeons le manifeste de la frugalité heureuse et créative en 2018. Mon atelier, dans les années 90, c'était 3-4 personnes. Aujourd'hui, on est à peu près 40 architectes. Et c'est pas parce que j'ai décidé qu'il fallait qu'on soit nombreux. C'est parce que les maîtres d'ouvrage ont envie du savoir-faire qui est lié à l'éco-responsabilité. Et pas que les maîtres d'ouvrage publics. Je pense que ça a beaucoup commencé avec les maîtres d'ouvrage publics, hein. Avec l'appui des CAU, enfin les CAU font un travail magique aussi dans tout ça. Mais les maîtres d'ouvrage privés ont aussi envie d'une architecture qui réponde aux enjeux environnementaux et qui leur donne finalement confiance dans l'avenir. Parce que les choses ont changé. J'ai commencé à donner des conférences sur l'éco-responsabilité très tôt, parce que j'ai enseigné à Harvard dans les années 90, en 91 et 92, et j'ai eu les premières conférences sur le développement durable à Harvard en 91. Donc j'ai commencé à en parler très tôt. Et franchement, je pensais qu'on arriverait à ce que demandait le GIEC, c'est-à-dire à ne pas dépasser plus 1,5 degrés à la fin du siècle. Aujourd'hui, je sais que ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché, on est à plus 1,6 degrés déjà. Bon, je vais poursuivre après sur ça. Donc voilà, les enjeux sont différents, les propos sont différents, même si le fond n'a pas changé. Protéger la Terre, c'est protéger l'humanité. Protéger le vivant, c'est protéger nous tous, ensemble, consubstantiels de la Terre. Mais les concepts sont différents. La frugalité, par exemple, pour nous, c'est un outil extrêmement fort pour agir. Et puis il y a d'autres concepts qui arrivent aujourd'hui, mais qui sont des vieux concepts d'architecture. On parle de robustesse en ce moment. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer comme là, quoi. Il faut que nos architectures soient solides. La solidité, c'était un des 3 propos de Vitruve, donc le premier théoricien de l'architecture, en moins 15 et moins 25 avant Jésus-Christ. Donc, la beauté, la commodité et la solidité sont les propos très forts de l'architecture, depuis toujours. Et aujourd'hui, la robustesse, c'est un enjeu majeur. Il faut que ça tienne. Voilà, je vais revenir sur ça. Mais donc voilà, les 15 ans, votre anniversaire 2015 correspond absolument à un tournant historique qui fait que je trouve normal que vous ayez eu envie d'être ensemble à ce moment-là. Parce que finalement, l'histoire vous le demandait. Et donc merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui, ça me touche, vraiment. Alors, c'est par ici. Quand on a envie d'avoir recours à l'intelligence, en France, il y a un homme qui est là, et qui est encore là, et c'est Edgar Morin. Il suffit d'écouter Edgar Morin, et on comprend les choses. Edgar Morin, dans un livre qu'il a écrit en 1981, qui s'appelle « Pour sortir du XXe siècle », il l'écrit en 1981, il dit que la difficulté de voir le futur, d'imaginer le futur, c'est notre difficulté à voir le présent. Je ne vais pas vous faire le sale coup de l'état du monde, puisque aujourd'hui on le partage pleinement. Je vais juste vous montrer 4 diapos sur ça. Ces images-là, ce ne sont pas des images pour une dystopie sur Netflix. Ce ne sont même pas des images d'aujourd'hui. Elles ont quelques années. Donc, élévation du niveau de la mer, cyclone, tempête de sable, sécheresse, incendie et inondation. Et on sait que c'est en permanence, tout ça. On pourrait juste décider de faire le point de tout ça là maintenant. On sait que tout ça est à l'œuvre. Donc ça, ce sont des images qui ont 4-5 ans. Celles-là, elles ont à peine 1 an. C'est à la fois voilà, Valence, Los Angeles, Mayotte et le Tibet. Et regardez bien, ce sont les 4 éléments de la nature. L'eau, l'air, la terre et le feu. Donc quand la nature se met juste à être nature, avec sa puissance, parce que on n'a pas fait attention à elle, elle est d'une puissance infinie, c'est notre état du monde. On sait qu'on a dépassé les plus 1,5 degrés. Aujourd'hui, disons que pendant 1 an et demi, on s'est dit que ce sera plus 2,8 degrés. Maintenant, tous les discours, c'est plus 4, plus 1 degré. Je vous en prie, n'y pensez pas. Faisons tout pour rester à plus 2,4 degrés. Donc voilà, l'année dernière, c'était déjà plus 1,6 degrés.
Je ne vais pas vous donner tous ces chiffres-là, mais quand on coule une tonne de béton, on émet une tonne de CO2. Pour faire un bâtiment entièrement en béton, pour 1 mètre carré d'un bâtiment en béton, il faut 800 kg de béton armé. C'est-à-dire que 1 mètre carré d'un bâtiment en béton émet 800 kg de CO2. Nous sommes responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Pardon. J'essaie de trouver le bon endroit pour que tout marche. Et les pollutions dont nous sommes en partie responsables émettent 8,8 millions de morts par an dans le monde. C'est-à-dire que les pandémies et la faim n'atteignent pas ce niveau-là de décès produits par les pollutions. Moi, je suis architecte et urbaniste, donc je suis à la fois responsable de la construction et de l'aménagement du territoire, donc je suis responsable de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a une jeune architecte américaine qui disait « Je ne travaille pas pour une compagnie pétrolière, je ne travaille pas pour une compagnie aérienne, je travaille pour une industrie qui détruit le monde, je suis architecte. » C'est pas la vocation des architectes, hein, vous savez ça quand même. Hein. La vocation des architectes, c'est de fabriquer des abris pour le bonheur des gens, quoi. Et s'attaquer au monde, c'est aller à l'encontre de notre mission essentielle. J'ai été expert du Grenelle de l'environnement en 2007 et 2008, et la loi Grenelle 1 disait en 2020, tous les bâtiments neufs vont être BPOS. BPOS, c'est un bâtiment à énergie positive. Et pour arriver au BPOS de tous les bâtiments neufs en 2020, tous les logements devront être passifs en 2015. Ah, c'est à quoi de faire des lois, quoi. S'il n'y a pas les décrets, s'il n'y a pas tout ce qui, tout l'engagement, parce que, donc voilà, ça n'a pas marché. Nos lois ne marchent pas. Et quand je donnais des conférences en 2008, j'utilisais cette image de l'Irak, donc qui montre un GI américain qui regarde brûler un puits de pétrole irakien. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la guerre du pétrole, mais de l'Irak, mais j'expliquais que, parce que j'étais persuadé qu'on allait y arriver, quoi. J'étais persuadé, quand on a fait cette loi Grenelle 1, qu'on allait moins construire en béton, qu'on allait avoir des bâtiments qui consomment moins d'énergie. Et donc, j'étais sûr que si on y arrivait tout de suite, on aurait moins besoin du gaz de Poutine. Et donc, je disais ça en 2008. Quand un architecte s'intéresse à la géopolitique en 2008, ça semble un peu bizarre, sauf que la réalité, elle est là. Si nous tous, ensemble, nous faisions en sorte que ce que nous mettons en œuvre soit moins polluant, soit moins énergivore, peut-être que nous ne valoriserions moins ou pas les guerres qui sont des guerres de maîtrise des ressources naturelles. Et puis peut-être que Lafarge n'aurait pas donné 1 million d'euros à Daesh pour pouvoir faire tourner son usine de sa cimenterie. C'était pas en Irak, c'était en Libye. Donc en fait, toutes nos décisions de bâtisseurs sont géopolitiques, quoi. Toutes nos décisions de bâtisseurs amènent à la paix ou pas. Donc c'est les choix personnels, hein. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais en tout cas, tous les choix de bâtisseurs participent à l'état du monde. Hop. Et voilà, c'est fini l'état de la planète. Maintenant, comment on peut faire autrement et vraiment autrement? Donc 2017, 2018, avec Dominique Gozin-Muller au milieu, architecte, et Alain Bordarel, ingénieur, parce que c'est une histoire de bâtisseur, c'est pas juste une histoire d'architecte, on a créé le mouvement de la frugalité heureuse et créative. Alors on n'a pas choisi sobriété, vous avez remarqué, mais frugalité, parce qu'en fait la sobriété est devenue une sorte d'injonction économico-politique, quoi. Vous devez moins émettre de CO2, vous devez moins utiliser de ressources, vous devez moins. Et pour nous, on ne fabrique pas un projet d'avenir sur l'injonction. Ça ne correspond pas on va dire, aux politiques que nous aimons, quoi. Et plutôt que d'aller vers l'injonction, on a choisi quelque chose d'heureux, la frugalité. La frugalité, ça vient du latin fruit, frux frugis, et la frugalité en latin, c'est la récolte du fruit. Et la récolte du fruit est fructueuse, même ressource, quand elle rassasie ceux qui la font, rassasier, et qu'elle ne blesse pas la terre.
Donc cette notion de frugalité, pour nous, c'est une façon d'aller finalement, de retrouver notre relation apaisée à la nature. Bon, je ne suis pas un des créateurs du Club de Rome, mais je suis membre du chapitre Europe du Club de Rome. Et j'ai relu un certain nombre des rapports, je n'ai pas tous lus, mais vous voyez, au moment où la HQE, Breham, Lead, Minergie et tout ça sont produits, dans les mêmes années, le Club de Rome fait un livre qui s'appelle Facteur 4, qui parle exactement des mêmes choses. Comment construire intelligemment, comment faire l'aménagement du territoire intelligemment. Donc c'est 97. Le sous-titre de ce Facteur 4, le sous-titre français n'est pas le même sous-titre que dans les autres éditions. Le sous-titre français dit « 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources ». Est-ce que vous connaissez un autre programme d'avenir ? Vous savez, la démarche qu'on fait vers nous, là, quand les gens viennent vers nous, je ne bouge pas en fait, quand je bouge là-bas. Quand les gens viennent vers nous, ils viennent vers nous pour le bonheur, hein. Vous savez ça quand même. Hein. Et il n'y a pas d'autre demande que celle du bonheur, quoi. Être protégé, être bien ensemble, avoir chaud, ne pas avoir froid, être dans la beauté, être bien ensemble. C'est la seule demande qui nous est faite. Et nous savons que dans un monde qui est atteint, nous avons 2 fois moins de ressources pour y arriver. C'est notre tâche aujourd'hui, celle-là. C'est notre travail. Il n'y en a pas d'autre. Vraiment, il n'y en a pas d'autre. Je le dis chaque fois, si quelqu'un dans la salle a une autre solution, il faut la dire immédiatement. Parce que celle-là, elle est vraie, et celle-là, elle est à l'œuvre, et les autres, ça ne marche pas. Donc je l'ai, à ma manière, dit dans un livre qui s'appelle « Mieux avec moi », et le sous-titre, c'est « Architecture et frugalité pour la paix ». Vous avez compris. Notre travail, c'est pour la paix. Alors le mouvement, depuis qu'il est sorti, c'est 17 000 personnes maintenant, dans 90 pays, avec des groupes qui existent dans tous les départements et dans toutes les régions de France, parce que la réalité de ce mouvement, ce sont ces groupes qui fait que les gens se parlent, les gens partagent. On n'est plus dans la compète, quoi. On parle des solutions qui marchent et de celles qui ne marchent pas, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la frugalité, heureuse et créative, vous avez compris, la récolte du fruit, c'est heureux, et pour y arriver aujourd'hui, c'est pas juste le bon sens, quoi. C'est pas juste le bon sens, je bouge pas. Alors, il faut que ce soit créatif, il faut être imaginatif. Donc pour nous, il y a 4 frugalités, et c'est les 4 en même temps. Il ne faut pas en oublier une seule. La première, c'est la frugalité en ressources. Dans le monde des bâtisseurs, quelle est la première ressource ? Frugale. Le bâtiment déjà là. Donc la réhabilitation avant tout. On arrête de détruire, on réhabilite, on utilise ce qui est là. Quand on déconstruit très sélectivement pour pouvoir réemployer les matériaux. Et la deuxième frugalité en ressources, ce sont les matériaux qui ne sont pas issus de la pétrochimie. Le béton armé de ciment Portland, le PVC, l'aluminium, le verre, le polyuréthane, on peut en rajouter si vous voulez, mais 5 matières qui ont détruit la planète et qui ont appauvri l'architecture. Aujourd'hui, quand on décide d'avoir recours aux ressources locales, on ouvre des coffres au trésor, quoi. Parce que dans les lieux, il y a beaucoup plus que ces 5 ou 6 ou 7 petites matières insupportablement issues de la pétrochimie. Donc, frugalité en ressources, biosourcées, géosourcées et de réemploi. Dans Modo, ça marche mieux. Frugalité en technologie, pas de clim, on arrête la clim. Ventilation naturelle, ça marche tellement bien. Des systèmes simples, des systèmes que l'on peut réparer. On arrête de faire des installations qui sont tellement complexes qu'elles tombent en rade. Tout le monde sait très bien que plus un système est complexe, plus il tombe en rade. Donc trouvons des solutions simples, et elles existent. Donc voilà, ce bâtiment qui est à Cornebarieux, l'area de Cornebarieux, entièrement en ventilation naturelle. Il est en terre, en BTC et en bois. Frugalité en énergie. Bon, vous savez que le soleil apporte en quelques minutes toute l'énergie nécessaire à l'établissement humain chaque jour. Et donc, aller chercher des énergies qui coûtent rien et qui sont disponibles, c'est un bon début. Et on sait faire des architectures sans avoir besoin d'énergie supplémentaire. On sait faire, enfin franchement, bon, ce serait une autre conférence, mais on sait le faire. Isolation, inertie, apport solaire, lumière naturelle, enfin toutes ces choses-là, fait qu'on sait faire des architectures différentes,
tout à l'heure, quelqu'un m'a gentiment parlé de ce projet-ci, près de Montpellier. Et dernière, frugalité en territoire. On pourra parler du ZAN si vous voulez tout à l'heure, pas de souci. Frugalité en territoire, c'est aussi regarder ce qui est déjà équipé, comment le réutiliser un peu mieux. Ici, par exemple, ce sont 2 casernes dans une commune des Côtes-d'Armor qui s'appelle Dinan. Les 2 casernes ont été déséquipées et on en a fait un seul quartier. On a gardé 80% du patrimoine militaire. Et c'est la réutilisation du patrimoine militaire qui a décidé du programme. Plutôt que de tout raser pour faire des logements pour personnes âgées, des logements pour étudiants, enfin vous connaissez ces programmes de base qu'on nous sort partout. Donc voilà, ces 4 frugalités ensemble, aujourd'hui sont portées donc par plus de 17 000 personnes. Quand on se retrouve comme ici, on est 500 avec beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. C'est un mouvement où il y a plus de femmes que d'hommes. On est présent aussi dans le monde et il y a des groupes qui existent, notamment en Belgique. Si vous voulez voir ce que c'est que l'architecture frugale, y compris chez vous, voilà, on publie dans chaque région de France des livres sur les réalisations frugales inspirantes. Donc ici, sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu ce livre qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant. On a choisi de montrer 20 exemples de réhabilitation dans votre département, dans votre région. Alors, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que les bâtisseurs, et notamment les architectes, se sont souvenus que leur travail relève du politique. S'occuper de l'établissement humain, faire des endroits où on est heureux de vivre ensemble, le police, comme on dit, la ville, l'être ensemble, ça relève du politique. Et enfin, les architectes se sont rassemblés autour de cette idée. Et donc notre mouvement a apporté à une coalition internationale avec Architects for Future, Architects Scan, Architects Declare, etc., où les architectes pour le climat sont des Suisses. Et nous sommes présents dans toutes les COP pour rappeler l'importance, la nécessité de regarder ce qui se passe au niveau du monde des bâtisseurs. Et à l'heure actuelle, et je peux que vous demander d'aller regarder ça, il y a House Europe, qui est une initiative citoyenne européenne qui est en cours. Il faut 1 million de signatures pour que la réhabilitation entre dans la loi et qu'il y ait une baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. Et je vais revenir sur ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que voir le... Excusez-moi. Je veux juste savoir où j'en suis. Qu'est-ce que c'est que voir le monde aujourd'hui? Notre monde, quoi. La France, en fait. Vous vous souvenez que... et on le lit encore dans des textes... L'INSEE disait que 77,5% de la population française était urbaine. Mensonge, évidemment. Mais sauf que ce mensonge-là a déclenché la politique de la métropolisation, par exemple. Puisque tout le monde était dans les villes, il fallait s'occuper des villes. Et du coup, on oublie un peu les territoires. J'étais expert de l'ONU pour le sommet Habitat 3 à Quito en 2016. Le sommet Habitat, c'est le seul sommet onusien qui ne se tient que tous les 20 ans. Et le sommet Habitat qui ne se tient que tous les 20 ans, c'est celui où on parle de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction. En 2016 à Quito, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne, l'IAO et la FAO ont décidé de revoir les définitions de l'urbain. Pourquoi est-ce que l'INSEE disait que la France était à 77,5% urbaine? Parce que sa définition de l'urbain était imbécile. Vous savez, une statistique, c'est juste la réponse à une question. Si la question est bête, la réponse est bête. La définition de l'INSEE, c'était il y a urbain quand il y a 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres. 2000 habitants agglomérés, ça fait pas ville, quoi. Et donc, le travail qui a été mené par l'OCDE, la Banque mondiale, l'IAO, la FAO et les autres, et ses partenaires, n'a pas changé les définitions dans les pays, mais elle a amené une condition qui est la densité au kilomètre carré. Et d'un seul coup,
on arrête d'être dans l'opposition imbécile urbain-rural, qui ne rime à rien. Enfin, la notion de commune réapparaît. Et dans cette notion de commune, il y a les communes denses, les communes semi-denses, les communes peu denses et les communes très peu denses. Et dans le semi-dense, il y a 2 semi-denses différents. Donc vous voyez, 5 états de l'établissement humain. Conclusion. Bon, déjà, c'est un peu plus proche de la réalité. Quand on traverse la France, on voit bien que tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas dans les villes, quoi. Et que le territoire est habité. Conclusion. La réalité des chiffres en France aujourd'hui, c'est 37,8% de la population habite dans les communes denses, 32,8% dans les communes peu denses et très peu denses, si vous voulez c'est rural, ce qui fait de la France un des pays les plus ruraux d'Europe, puisque la moyenne en Europe c'est 28%. Et les 33 autres pourcents, c'est quoi? C'est vous, quoi, ici, par exemple. Les 33 autres pourcents, c'est le territoire français qui est habité. Le tiers de la population est dans les espaces que l'État ne regardait pas. Je ne suis pas tout à fait favorable à toutes les manières de pratiquer des gilets jaunes, mais en même temps, ils ont eu la critique la plus intelligente de l'aménagement du territoire. Et je vous dis ça parce que, finalement, la réalité des territoires que vous représentez, de l'Ain, c'est ça. Vous n'êtes pas un trou du cul du monde, excusez-moi de le dire comme ça, quoi. Vous êtes le tiers de la population française. Vous représentez le tiers de la population française. Vous appartenez finalement à ce tiers de la population qui donne sa saveur au territoire français, quoi. Donc je pense qu'il faut le revendiquer comme ça, c'est extrêmement important parce que, regardez bien, quoi. Quand il y a eu... Voilà, ça c'est la France des ponts et chaussées, hein. C'est les ponts et chaussées, excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, mais je pourrais vous parler des ponts après. Mais, donc ça, c'est la carte des routes qui vont de grande ville en grande ville, quoi. C'est ce qui fait que, hop, quand il y a eu la métropolisation, c'est pas moi qui ai fait cette carte. Vous avez vu, le territoire français est gris, et les métropoles sont en couleur, quoi. C'est honteux. C'est honteux parce que la réalité, ça n'est évidemment pas ça. Enfin, ce sont les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Hop. Voilà. Nous habitons sur tout le territoire et nos manières de faire doivent rendre compte de tout ça. Doivent rendre compte des communes denses, semi-denses, très peu denses, etc., etc. Il n'y a pas une manière de faire. S'il y a une structure en béton avec du verre tout autour et la clim au milieu, ça n'a plus de raison d'être, quoi. Alors, quel est notre travail ensemble, en commun, là? Alors, il y en a qui disent il faut réparer le monde. Oui, il faut réparer, quoi. Quand même, quelque chose qui ne va pas, quoi. Moi, je préfère dire il faut réhabiliter le monde, il faut redonner du sens, il faut redonner de l'estime au monde qui est déjà là. Réhabiliter le monde, qui est notre travail de ce 21e siècle, là, ça se fait dans un monde qui est habité. Donc notre travail, on ne peut pas le faire sans les gens qui habitent ce monde, on en a besoin d'eux. Donc il faut absolument travailler, il faut qu'on travaille tous ensemble, autrement on n'aura pas la puissance, la force pour réussir à faire les changements. Donc voilà des exemples, moi j'ai commencé à faire ça dès 91, j'ai été le premier à recevoir le prix du projet citoyen parce qu'on fait ce travail-là. Vous voyez, à l'heure actuelle, je déplace 50% de la population d'une commune de la Martinique qui s'appelle le Prêcheur, avec les Préchotins. On déplace la population parce qu'il y a l'élévation au niveau de la mer, les houles cycloniques, tremblements de terre, etc. Donc évidemment, on le fait ensemble. Voilà, ça c'est le Prêcheur. Je vais pas, voilà, le travail que l'on fait avec eux. Pour moi, ce sont des héros. Ces gens-là, ils ont réussi à faire en sorte que le déni collectif n'existe plus. Il peut y avoir encore un peu de déni individuel, mais le déni collectif n'existe plus. Donc, on travaille avec les gens. Aquitanis, c'est un des bailleurs sociaux les plus importants d'Aquitaine. Et Aquitanis lance un concours pour 130 logements. Et je fais partie des architectes qui sont retenus. Et mes collègues dessinent 130 logements. Et moi, je suis incapable de dessiner 130 logements. Parce que les 130 logements se trouvent entre des bars et ce qu'on appelle à Bordeaux des maisons de pierre. Vous savez, les échoppes, là.
Donc d'un côté la bourgeoisie, de l'autre des gens qui habitent dans les bars, et le terrain, hop, très long entre les deux. Et donc je suis incapable de dessiner un projet pour ça. Donc j'arrive avec une feuille A4. Et je dis, si vous nous retenez, on fait la fête des voisins la semaine prochaine. On invite tout le monde, et à cette fête des voisins, vous expliquerez que c'est nous qui ferons le projet, mais qu'on n'a rien dessiné. Et vous expliquerez qu'on va faire un bivouac d'une semaine, qu'on va venir s'installer sur place pour une semaine pour rencontrer tout le monde. Donc on l'a fait. Pardon, on l'a fait. Un bivouac avec du Bordeaux, c'est toujours bien. Et les gens étaient sympas. Et ils se sont rencontrés, des gens qui ne s'étaient jamais parlé avant. On fait le bivouac et on présente le projet. Hop. En fait, vous savez, dans la peinture flamande, la présentation de l'enfant, vous avez déjà vu ça, où les gens ont des yeux comme ça devant l'enfant, qui est évidemment très beau, quoi. Sauf que ici, la présentation de l'enfant, il y a la dame qui a la main devant sa bouche, quoi. Et là, vous vous dites, il s'est trompé. Alors qu'on a fait le bivouac, et oui, je m'étais trompé pour un point, qui était la voisine de cette dame qui avait 90 ans, que je n'avais pas vu pendant le temps du bivouac. On a tout arrangé, évidemment. Et les gens qui sont là sont venus déposer le permis en mairie avec nous. Et quand il y avait des réunions avec l'architecte conseil de la mairie de Bordeaux, ils étaient là aussi. Et c'est eux qui racontaient à leurs amis les discussions que j'avais eues. C'était leur projet, quoi. Donc on l'a fait. Et le projet est beaucoup plus intelligent qu'il n'était au début. Il devait y avoir simplement 120 logements socio-locatifs. Et il fallait détruire la totalité de la cité qui était déjà déconstruite. On a gardé un bâtiment, qui est le bâtiment où on a fait notre bivouac, parce qu'en fait notre bivouac a sanctuarisé ce bâtiment. C'est l'endroit où on était heureux ensemble. Donc les micro-couliers et ce bâtiment, on les a gardés. On y a mis des étudiants, ce qui n'était pas prévu. Et puis il y a des habitants des bars ici, là, qui avaient changé de statut et qui pouvaient acheter du logement. Mais ils ne voulaient pas quitter le quartier. Et puis il y avait des gens des maisons de pierre ici, qui décohabitaient, parce que la vie est comme ça, on ne reste pas toujours dans la même maison, et ils ont eu envie d'habiter ensemble. Et d'un seul coup, il y a un programme d'habitat participatif qui est arrivé, simplement par la demande de ceux qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas, mais qui ont eu envie d'habiter ensemble sur le lieu. Intelligence collective, je vous dis, il n'y a pas mieux dans la vie. Bon, ça finit par donner ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, ça marche. La dame âgée qui est là, c'est pas ses enfants dont elle s'occupe. L'habitat coopératif fonctionne extrêmement bien. Donc, le travail que l'on fait, on le fait avec les gens, d'abord, avec cette ressource infinie qui est la ressource sociale, la ressource culturelle, la ressource humaine, et les autres ressources sont les matières solides. Là, vous dites, il nous parle un peu plus, quoi. Là, vous avez que des matériaux biosourcés et géosourcés qui ont tous été utilisés dans les projets. Le pisé, le chaume, la tuile Cholet, le paysage, la BTC, l'enduit à la chaux, le lin, la pierre, enfin je ne vais pas tous vous les faire, le réemploi, etc., etc. Donc vous avez compris que et tous ne sont pas là, mais vous avez compris l'idée de quand on arrête d'utiliser les matériaux issus de la pétrochimie, d'un seul coup, c'est tout ça qui s'ouvre. Donc ça, ce sont les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. Quand il nous en manque, on peut le créer. Il y a beaucoup d'intérêt pour les huîtres en ce moment. Pas uniquement parce qu'elles sont bonnes à manger, mais parce que les coquilles d'huîtres, donc l'huître est biosourcée et géosourcée. Et donc j'ai fait le musée de l'huître qui s'appelle Ostréapolis, et on a fait un béton d'huître. Dans le cadre d'un programme Interreg, on a fait un béton d'huître qui fait que nos cheminements piétons cycles sont en béton d'huître, ici. On a pilé les huîtres pour faire en sorte que le mulch soit en coquille d'huître. D'ailleurs, il y a un petit souci avec les pompiers là sur les mulches en bois. Je voudrais vous le dire quand même. Il faut essayer de faire des mulches qui ne brûlent pas. Et puis la façade, ce sont des tuiles Cholet de réemploi. Donc voilà. Ces matériaux-là, de réemploi et biosourcés, géosourcés, c'est la base, mais pas que. Hop. C'est notre mouvement qui a lancé la pétition pour la baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. On est quasiment à 14 000 signataires. Si vous voulez, on continue.
Vous pouvez déjà signer House Europe et puis vous pouvez aller signer la pétition en France. On est au Sénat. On est au Sénat bientôt, n'est-ce pas, Julie? Mardi, Julie va au Sénat et va évoquer aussi ces éléments-là sur le coût de la construction pour tous les matériaux qui sont issus des filières qui sont les nôtres. Hop. Alors, et les matières fluides de l'architecture, est-ce qu'il y a des ingénieurs fluides ici, par exemple? Non? Il y a des gens qui posent des fluides, peut-être? Les chauffagistes ou électriciens? Ouais. J'espère que ça vous plaît, ça, parce que en fait, on parle des matériaux de l'architecture, c'est toujours les solides, alors que la réalité, c'est que l'architecture, c'est la rencontre des matières solides et des matières fluides. Et la réalité, c'est que quand on utilise, nous, l'air, la lumière et la chaleur, et qu'on travaille sur le rapprochement entre l'air, la lumière et la chaleur et les matières solides, on invente l'espace. On peut décider de la qualité de l'espace. Et notre travail, nous les architectes, c'est ça. Et vous savez, ces matières-là, pas compliqué, vous ouvrez la fenêtre. Ces matières-là, vous les récoltez gratuitement, vous faites de la frugalité gratuite en ouvrant la fenêtre. L'air, la lumière et la chaleur, c'est la même matière. Mais, donc notre travail à nous, architectes, c'est ça. Le mélange, donc on va parler de cuisine, vous avez les matières solides. Vous avez les matières fluides, il faut bien faire une tambouille et pour que tout ça, ça marche, ça s'appelle le bioclimatisme. Vous pensez la façon de construire l'architecture à partir de logiques bioclimatiques, c'est-à-dire de logiques qui travaillent dans l'échange entre intérieur et extérieur, dans la continuité intérieure-extérieure. Il y a des gens qui font des enseignements magnifiques sur ça. N'hésitez pas à suivre des formations sur le bioclimatisme si vous en avez envie. Donc le bioclimatisme, c'est l'échange, vous l'avez bien compris, intérieur-extérieur. On pense le bâtiment en coupe et pas en plan et en élévation. En coupe d'abord. Et puis on règle l'alentour. Parce que ça sert à rien d'avoir comme vous avez réglé l'alentour ici par exemple. Hein, on voit tout le travail qui a été fait sur le paysage ici. Vous pouvez pas mettre une architecture bioclimatique donc qui est dans l'échange intérieur-extérieur au milieu d'un parking de supermarché. Ça n'a pas de sens. Ça. Donc il faut maîtriser l'effet d'îlot de chaleur. Voilà. Vous avez la tambouille en fait là. Comment on fait un projet frugal finalement? C'est pas si compliqué quoi. Mais il faut avoir envie et il faut connaître les relations entre le solide et le liquide. Et puis vous pouvez décider d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Vous vous souvenez du bivouac? Donc on a commencé à construire ce quartier, le quartier Paul Boncourt, il y a à peu près 4 ans maintenant. On va rendre les derniers bâtiments l'année prochaine. Et ce bâtiment-là, il y a eu un article dans le Moniteur la semaine dernière, ce bâtiment-là n'a aucun système de ventilation. Aucun. Ni VMC, simple flux, ni VMC double flux, ni ventilation naturelle assistée contrôlée, rien. Alors pourquoi j'ai fait ça? Vous savez que c'est la VMC qui a détruit la qualité du logement en France quand même. C'est la VMC qui a fait en sorte que l'on installe au milieu des bâtiments, contre les voiles en béton, loin des façades, les WC et les salles de bain. Une fois qu'on a installé les WC et les salles de bain au milieu des bâtiments, et que finalement les moteurs renouvelaient l'air, on a mis des couloirs au milieu des bâtiments, on a fait des logements mono-orientés, on a épaissi les bâtiments. Enfin, toute notre histoire du logement médiocre vient de ce moment-là, et aussi de notre urbanisme. Et donc, repenser la possibilité, le matin, de ne pas faire 2 placards, de ne pas rentrer et dans un WC et dans une salle de bain sans fenêtre, dans le noir, même si dehors il fait beau, ça commence par avoir un peu envie de lumière et d'air. Et donc, ces logements ont cette qualité-là. Tous les logements sont traversants. Toutes les pièces ont des fenêtres. WC, salle de bain, chambre évidemment, séjour et cuisine. Ce logement, il y a même 4 façades. On a un peu exagéré là. Celui-ci est traversant normalement. Et donc tout ça, c'est la négociation avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Écologie, avec le PUCA, avec le CEREMA, pour obtenir l'autorisation de faire ça. C'est la santé publique, c'est pas pour rire qu'on fait ça. C'est pas pour dire, nous on utilise moins de techniques. C'est pour la santé publique, à la fois santé physique, parce que l'air de la ventilation naturelle est plus sain que l'air des moteurs, et
Et la santé morale, quoi. Quand le matin, vous vous levez, vous êtes dans des toilettes où il y a de la lumière. Alors bien sûr, peut-être que vous habitez des maisons et c'est comme ça dans les maisons, mais regardez bien les logements qui sont fabriqués aujourd'hui. Il n'y a pas ça, quoi. Donc voilà, heureuse et créative. Hein. Et ça, c'est du boulot. Vous n'imaginez pas le temps de discussion avec les ministères pour y arriver, mais voilà, ça a marché. Je vais vous montrer 2 petites réalisations et puis je vais m'arrêter là parce qu'il est 42. Il me reste 3 minutes. Je vais faire ça. Avant de faire ces logements collectifs sans ventilation naturelle, on avait fait un logement, une réhabilitation d'une écurie construite en pierre en Bretagne, où on a fait cette réhabilitation sans aucun système de ventilation, sans aucun système de chauffage. Parce que je vous fiche ma main à couper que les logements qu'on a fait à Bordeaux, on n'aura pas besoin de les chauffer non plus. Bon, bref. Ici, on vient dans un bâtiment en pierre, en granit, avec des murs de 54 cm qui sont donc de la pierre montée à la terre. On fait une isolation intérieure en béton de chanvre. On fait un radier ventilé parce que en Bretagne, il y a du radon. Donc radier ventilé, une isolation qui est faite en foam glace. Vous savez, le foam glace, c'est un isolant qui est fait à partir de pare-brise de voitures recyclées. Là, pour le coup, on a coulé du béton, c'est parce qu'il fallait qu'on encapsule absolument le radon. On a isolé la dalle inférieure avec de la laine de bois et on a posé le plancher par-dessus. Les murs sont donc en béton de chanvre et la toiture, c'est à la fois du pavatex, donc là aussi de la laine de bois et de la ouate de cellulose. Pas de système de ventilation, que des ouvrants en dessous des fenêtres, puisqu'il nous faut des ouvrants spécifiques qu'on appelle autoréglables pour que l'air entre. Pardon. Donc voilà, et pas de chauffage non plus. On a fait ces tests-là dans une maison parce qu'on voulait s'assurer qu'on pouvait passer après au collectif. Donc on y est arrivé par étapes dans cette maison. Et puis cette autre maison, ici on est dans le Béarn, à Gaujac, pour une ferme expérimentale où la maison du fermier, on l'a aussi faite sans système de chauffage, sans système de ventilation. Et comme le fermier ne vit plus avec son fils, mais que son fils vient régulièrement, ils ont trouvé un jeu magnifique qui est de faire celui qui ventile le mieux la maison. Parce que bien sûr, pour que tout ça marche, on a aussi ces petits voyants rouge, jaune, orangé qui disent la qualité de l'air. Et donc la compète entre le père et le fils, c'est d'être toujours en vert. Comme quoi, il y a d'autres usages qui arrivent que ceux de la dépendance à la machine. Et donc voilà ici cet autre exemple. Et je vais peut-être m'arrêter là pour respecter les 45 minutes. Hop.